Abdelkarim Neit Medjani, vous êtes président de l'association Attention, Défi, Danger Écran, Formant, Informant. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je le disais, hein, vous êtes président d'une association, vous êtes établi essentiellement en France, mais vous avez un projet pour l'Algérie aujourd'hui. Hein. Je disais qu'il y a des collectifs qui s'organisent. Vous en faites partie. Aujourd'hui, il y a un projet qui se faufile à l'horizon du mois d'avril. Vous avez sillonné plusieurs wilayas, vous avez rencontré des syndicats de psychologues, des associations. Racontez-nous un peu de quoi il s'agit. Alors merci pour cette prise de parole et cette opportunité d'annoncer effectivement ce qu'on va lancer, Inch'Allah, en Algérie. Donc c'est un défi vraiment unique au monde. Ça sera un défi qu'on va essayer d'organiser au mois d'avril, Inch'Allah, qui s'appelle le défi pour plus de naturel et moins d'artificiel, qui aura pour but de repartir sur des recommandations de saines habitudes de vie, tant aussi bien qu'au niveau de la gestion des écrans, de l'alimentation, de la bienveillance, de l'activité physique, du sommeil, enfin de tout ce que l'artificiel a impacté de façon directe ou indirecte. Donc j'étais venu en 2018 à l'époque, parce que je suis aussi membre délégué international de l'association APOS, de Moustapha Zebti, l'organisation algérienne de protection et d'orientation. Une association qui a beaucoup travaillé sur de consommateurs et de son environnement, qui travaille énormément justement, parce qu'on est des consommateurs, des surconsommateurs, dans on surconsomme, on jette tout. D'ailleurs, il faudra aussi réfléchir à la gestion des déchets. Donc on va essayer d'organiser ça. Quand on était venu en 2018, on avait proposé d'organiser 10 jours sans écran. Ça a eu le temps de mûrir avec le Covid. Il y a eu la surexposition qui a explosé pendant cette période de Covid. On ne savait plus quoi faire, on est resté à la maison. Et là, maintenant, on va essayer d'organiser ça. Donc, je lance un appel à tous les syndicats des professionnels de la santé, que ce soit les cardiologues, les ophtalmologues, les orthoptistes, les pédopsychiatres, les psychiatres, tous les acteurs sur le terrain qui militent, pas simplement sur le danger des écrans, mais en fait sur tout ce qui nous a conditionnés à être des surconsommateurs dans tous les termes, dans tous les domaines. Donc, on va essayer de repartir après avec ces recommandations-là pour goûter déjà pendant un mois. C'est énorme, un mois quand même. Hein. J'étais sur 10 jours. C'est pas plus raisonnable, 10 jours? Alors non, justement, c'est parce qu'en fait, les résultats, on commence vraiment à apprécier les choses. Bon, les neuroscientifiques en sciences, ils disent qu'il faut 1 mois et 10 jours, quelque chose comme ça, pour se déshabituer de quelque chose. Alors, le problème, c'est qu'il y a la période de sevrage. Alors, parce qu'on va parler aussi du tabac, de l'alcool, de toutes ces addictions, quelles qu'elles soient, qui rentrent dans la vie des jeunes. Et c'est très important que notre jeunesse. Mais comment comptez-vous comment comptez-vous convaincre, parce que c'est compliqué, d'abord on parle d'une addiction, donc ça ne va pas être évident. On ne va pas venir du jour au lendemain enlever par exemple aux enfants leurs écrans. Alors on ne va pas enlever. Déjà, effectivement, il y a des choses, il faut sensibiliser les parents. Le corps enseignant, alors j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Chorfi, la déléguée à l'ONPPE. Donc on va essayer également que... L'organisation de la protection de l'enfance. La promotion et la protection de l'enfance. On va essayer également de faire participer l'ensemble des acteurs au niveau national. Si Inch'Allah, ils s'intègrent ce projet-là, ça sera vraiment toutes les parties prenantes qui vont essayer de mettre en place ça, parce qu'on va essayer de sensibiliser à partir de janvier, février, mars, plusieurs acteurs de la vie ici en Algérie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses par rapport à ça, pour commencer à donner des notions. Parce que quand on donne des notions aux parents, notamment aux jeux vidéo, qui sont très violents. Mais comment comptez-vous procéder? Moi, je suis curieuse de savoir comment vous allez cibler ces parents déjà. Tout simplement avec des émissions, avec la vôtre, on espère bien. Oui, avec plaisir. Donc ce qu'on a fait, j'ai rencontré les syndicats des psychologues à Stef, à Gigel, la Béjaïa, à Alger, les pédopsychiatres, puisqu'on travaille avec le professeur Tapsi. Donc ça va être une action de proximité déjà. De proximité pour sensibiliser les professionnels, les parents, les enseignants. Donc c'est pour ça que le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement, de l'Enseignement supérieur également, ça serait l'idéal qu'ils puissent participer dans ce projet-là, d'autant plus qu'ils sont déjà sensibilisés, ils ont déjà mené des actions dans ce sens-là. Je pense notamment à Béjaïa, où il y a déjà des actions qui ont été menées. Donc il y a des personnes très professionnelles ici qui sont sur le terrain, qui connaissent déjà tous ces dangers-là. Il faut s'unir. Parce qu'on sait, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait une période d'abstinence pour retrouver le goût du naturel. On ne mange plus ensemble. Les gens vont proposer que lorsqu'on mange, pas d'écran le matin, pas d'écran avant de se coucher. Alors il y en a qui prennent le Conisure. Des recommandations en fait. Voilà, il y a des gens qui sont très sensibles. Il faut arrêter les écrans même 2 heures. Alors après on va donner des préconisations au niveau de l'éclairage également. Il y a beaucoup de choses. Donc tout ça, ça va être en place à partir de janvier, Inch'Allah. Donc on fera des séances où on proposera de la sensibilité dans tous ces domaines-là, l'éclairage, l'alimentation, le sommeil, etc., pour que petit à petit la graine puisse grandir et qu'en avril, en plus ça tombera pendant le Ramadan,
donc qu'on puisse repartir sur de saines habitudes. En tout cas, il faudra du temps, hein, parce que c'est tout un accompagnement. C'est un début. Absolument, c'est un début. Et les partenaires, il y aura des partenaires aussi. Je sais que je vais m'arrêter là. On va essayer aussi de développer ça dans tous les pays africains. Parce que je suis parti au Burkina Faso, il y a des pays africains qui sont très intéressés, parce que la thématique ici en Algérie, elle est valable dans le monde entier. Mais en Afrique, c'est encore d'autres problématiques qui sont bien connues, puisque nous, on est des spécialistes de la gestion de crise. On est toujours en crise et on a la capacité de réflexion qui est vraiment, pour moi, anéantie dans les pays occidentaux. Et on a cette faculté-là d'adaptation en Algérie et en Afrique. Merci. Oui. Devrions-nous expliquer qu'est-ce qu'une surexposition aux écrans? À quel moment on parle d'une surexposition aux écrans? Alors, il y a des recherches qui ont été établies. Je pense à un chercheur en Roumanie, Zemfir, qui a fait une étude par rapport justement aux enfants qui sont détectés avec des troubles s'apparentant à l'autisme, qui disait qu'à partir de 4 heures, donc on parle d'enfants qui sont nés sans comorbidité. Comorbidité, c'est-à-dire il n'y a pas d'autres pathologies au niveau de la grossesse, au niveau de l'accouchement, mais qu'on sait qui ont été surexposés à plus de 4 heures. Donc ces enfants-là, surexposés plus de 4 heures pour les enfants de moins de 3 ans. Donc on sait qu'à cette période-là critique du développement, ça peut être fatal, ça peut être très grave. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses qui interviennent dans le développement de l'enfant. Il n'y a pas que la surexposition aux écrans, il y a Est-ce que tous les écrans sont égaux quand on parle par exemple de la télé ou d'une tablette qui est interactive ou du téléphone? Alors, est-ce que c'est la même chose? Il y a plein de choses qui interviennent. Il y a la distance, il y a effectivement l'interactivité ou pas. Ça se passe le moment où il regarde. Est-ce que c'est le moment où il va dormir, le moment où il se réveille, le moment pendant qu'il mange? C'est pour ça que la chère confrère du service de pédopsychiatrie du professeur Tapti, elle a bien noté la base. Pas d'écran en mangeant, pas d'écran le matin, pas d'écran avant de dormir, pas d'écran seul dans la chambre de l'enfant. Ça, c'est des périodes qui sont cruciales pour le développement de l'enfant. Il faut vraiment... Où il y a de l'interactivité, par exemple, où il va dormir... strictement avant 3 ans, sans aucune condition. Parce que cet enfant surexposé... parfois, on dit avant 2 ans, parfois. On peut aller jusqu'à 3 ans déjà. Parce que 3 ans, en fait, entre 2 ans et 3 ans, il y a une période qui s'appelle la synaptogénèse. L'élagage synaptique, pardon. L'élagage synaptique, c'est là où on va couper les connexions que le cerveau juge non essentielles. Donc si avant 2 ans, l'enfant il a été plus exposé aux écrans et aux sons électroniques, c'est très important de prendre en considération ça, parce qu'il n'y a pas que les écrans. Pollution sonore et visuelle, c'est une pollution sonore et visuelle. Quand il a été trop exposé à ces sons-là, ou ces images-là, plus que le langage, la socialisation, le regard avec la maman, le parent, eh ben, il va éliminer ce qui lui semble le moins comment dirais-je, le moins valable, le moins, je perds mes mots. Utile. Le moins utile. Donc, comme il n'a pas trop de connexion dans les relations humaines, il va les couper. Et entre 2 ans et 3 ans, il va garder ce sur quoi il a été beaucoup sensibilisé, c'est-à-dire les oreilles et les yeux. Et tout d'un coup, entre 2 ans et 3 ans, il va arrêter de parler. La lumière bleue, justement, elle a d'autres impacts aussi sur le cerveau. Alors, on parle de problèmes endocriniens, on parle de problèmes de sommeil, on parle de beaucoup de problèmes, hein. Justement, pour compléter, rebondir sur ce que disait le docteur Saadi, il y a eu un rapport de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité de l'environnement, quelque chose comme ça en France, qui fait plus de 500 pages, en 2018, il me semble, sur l'impact des LED. Alors, il parlait de la LED, justement. La LED, son gros problème, comme il disait, en fait, elle envoie un pic de lumière bleue à une longueur d'onde bien spécifique. C'est pas un spectre continu, c'est un spectre discontinu. Elle n'est pas du tout naturelle, cette lumière-là. Et en fait, ils ont fait un rapport de 500 pages pour dire que toute la lumière qui est au présent dans la société doit faire l'objet de recommandations et de normes qui ne sont pas du tout respectées au niveau mondial. Alors quand j'ai vu également ici ce qui se passe, c'est une catastrophe. L'éclairage dans les chambres, les LED qui sont des écrans, des smartphones, viennent taper effectivement directement la rétine des enfants, sachant que leurs yeux sont transparents à 95% chez les bébés. C'est-à-dire toute la lumière bleue, elle vient brûler leur rétine, et la DMLA, c'est qu'on devient aveugle. DMLA, c'est la DMLA précoce, c'est-à-dire au lieu de l'avoir à 80-75 ans, on l'a à 30 ans, 40 ans. C'est le vieillissement de l'œil. Oui, alors après l'impact, parce qu'il y a d'autres cellules qui prennent cette lumière bleue, il a parlé de cône, le docteur Messadi, et il y en a d'autres qui s'appellent des cellules ganglionnaires à mélanopsine. C'est un autre bleu, c'est différent des cônes. Celui-là dit ne dors pas. Et quand on ne dort pas, on veut chasser. Chasser pour... Donc ça stimule l'instinct de reproduction et de chasse. C'est ce qui se passe en été, tout le monde est excité. Tout le monde est en bonne humeur, et c'est l'effet inverse en hiver, comme il y a moins de lumière bleue
qui vient. Pourquoi cette lumière bleue? C'est comme la lumière du ciel bleu. Quand le ciel est bleu, on est content, on veut faire des choses, on est excité dans tous les sens. La bonne humeur, quoi. Voilà. Et c'est ce qui se passe en psychiatrie. Ils ont développé la luminothérapie. Ils se sont dit qu'avec de la lumière, ça va rendre les gens heureux, mais sans savoir. Est-ce qu'on peut rester sur les troubles? Parce que là l'émission. Mais les troubles, c'est ça. Les troubles, c'est ça. C'est qu'à dire, on va être moins heureux. Oui. Et en fait, ça va. Comme perturbateur endocrinien, l'ANSES, il y a un autre rapport justement qui disait qu'ils vont l'intégrer. C'est pour ça que les syndicats des endocrinologues, vous êtes les bienvenus. Ils vont l'intégrer comme perturbateur endocrinien très grave, puisque ça dérègle tous nos rythmes. Et la chronobiologie, qui est la science des rythmes de l'être humain, a vu qu'effectivement, tout avait été déréglé depuis qu'on a inventé l'ampoule électrique. On a perdu 3 heures de sommeil depuis. Alors maintenant que c'est de la LED, c'est encore pire. On donne de la LED à des enfants qui ont besoin de jour et nuit. Ils ne dorment pas correctement. Il y a 150 effets que j'ai répertoriés à peu près. 150 effets, et c'est qu'un début au niveau de la découverte des effets de la lumière bleue. Est-ce qu'on peut donner des conseils? Alors on avait dit pas d'écran, par exemple, pour les moins de 3 ou moins de 2 ans. Pour les autres âges, comment on peut on donnera tout un tas de conseils concernant toutes les tranches d'âge. Déjà par rapport aux filtres, effectivement, les filtres sur les verres, vous allez payer pas forcément quelque chose d'utile, alors que sur les téléphones portables, vous avez tous maintenant, alors qu'avant c'était pas intégré, des filtres lumière bleue, ou du moins qui vont réduire la luminosité du bleu. Donc ça, c'est systématique qu'il faut les mettre tout le temps. Il y a des applications également qui existent sur les ordinateurs et c'est gratuit. Qui peuvent réduire. Et qui enlèvent la lumière bleue. Effectivement, c'est plus attrayant. D'ailleurs, c'est pour ça que les jeux ils sont toujours colorés pour attirer les gens. Donc, les recommandations, c'est des pauses visuelles régulières quand on travaille sur ordinateur. Des micro-pauses, regarde 20 secondes à l'horizon. Et cligner aussi, peut-être. N'oubliez pas de cligner. On ferme. Alors, il y a un exercice qu'il faut faire attention, il faut bien être assis. On ferme fort les yeux. Alors, les femmes, elles n'aiment pas ça parce que ça fait des rides. Mais c'est bien de refermer justement pour le film lacrymal et on fait stimuler des muscles qui ne travaillent pas d'habitude, qui travaillent trop ou mal sur écran. Faire des pauses visuelles, toujours sur le terrain droit. Bon, ça, c'est des petits conseils qu'on donnera. Mais pour les recommandations au niveau des âges, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Qu'est-ce qu'ils regardent? Comment ils regardent? Est-ce qu'ils regardent seuls? Est-ce qu'ils ne regardent pas seuls? Parce que les parents eux-mêmes ne gèrent pas. Est-ce qu'on peut expliquer déjà globalement par rapport aux âges déjà? Alors, déjà par rapport aux âges, on sait que on parlait le professeur Tapti. Il ne reste pas beaucoup de temps, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être aller cibler rapidement. Alors déjà, effectivement, il est parti jusqu'à 4 ans. Moi, on pourrait aller jusqu'à 7 ans. 7 ans, c'est la fin de l'acquisition du langage. Normalement, un enfant, il sait parler correctement à 7 ans. Si à 7 ans, il n'a pas acquis le langage, je passe sous son contrôle, bien sûr, il y a un problème. Donc si à 7 ans, déjà, on a géré le temps d'écran et de son électronique, son cerveau et son langage, il est bien installé. Et ensuite, après ça, c'est pas on va le laisser dans la nature. Après ça, on peut limiter à une demi-heure de 7 ans jusqu'à 13 ans. Une demi-heure en augmentant progressivement jusqu'à 1 heure jusqu'à 13 ans. Mais personne ne le fait, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Parce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on ne gère pas déjà ça. Donc après 13 ans... Il faut dire que la plus grosse problématique, peut-être, il faudra insister encore une fois et le rappeler aux gens qui nous regardent, que la plus grosse problématique se pose dans les 3 premières années. C'est là où il y a l'acquisition justement du langage. Il y a deux périodes cruciales. C'est avant 3 ans et pendant l'adolescence. Ça, c'est l'addiction. Ce sont d'autres problèmes qui se posent après. Voilà, si on tombe dans l'addiction avant 20, comme le disait notre professeur Tapti, avant 25 ans, on aura de gros problèmes plus tard en tant qu'adulte. C'est pour ça que tous ces jeux-là, qui sont, d'ailleurs, je reviens sur, petite parenthèse, sur TikTok, qui a été inventé en Chine et qui est interdit en Chine, il est censuré en Chine. On leur a fait la pub aujourd'hui. Ça y est pas en Chine. Des jeux qui sont comme Free Fire, GTA, attention, mesdames, messieurs, les parents, sachez qu'il y a des... On n'a pas le droit de citer les noms. Pardon. Allez-y. En fait, il y a des jeux auxquels jouent les enfants qui sont déconseillés, qui devraient être interdits au moins de 18 ans parce qu'il y a des scènes très agressives et ultra violentes et pornographiques. Oui. Voilà. C'est une petite parenthèse. Alors, il y a un autre point aussi très important, Karim, très brièvement, s'il vous plaît, parce que c'est un point très important duquel on a parlé, on a oublié d'en parler là maintenant, le mode par défaut. Parce qu'on parle beaucoup de la mémoire des enfants qui est altérée justement à cause de la surexposition aux écrans. On voit aujourd'hui qu'il y a des enfants qui ont des troubles de concentration, qui ont un problème de cohérence de la mémoire, et cela est dû justement au fait de zapper, si je peux dire les choses comme ça, le mode par défaut. Qu'est-ce que c'est? Alors le réseau neuronal du mode par défaut, c'est un réseau de neurones qui s'active quand on ne fait rien. D'où l'importance de ne rien faire chez un enfant. C'est ce qui développe son imagination. C'est ce qu'on faisait avant. Quand on n'avait rien, on faisait tout. Maintenant, on a tout et on fait rien. Parce qu'on est tellement surstimulé que ce réseau-là, qui doit s'allumer quand on ne fait rien, il ne peut pas s'allumer. Pourquoi? Parce qu'il est stimulé visuellement ou auditivement. Donc, comme il ne se met pas en place, il est très immature chez l'enfant et il met 25 ans à se mettre en place. C'est ce qui met en place énormément de choses au niveau de l'attention, de la concentration, de la mémorisation, de l'estime de soi, de la remise en question, de la planification. Et tout ça, si ça ne se met pas
en place, si on est toujours stimulé, visuellement, auditivement, il ne s'allume pas. C'est quelque chose de réflexe automatique. C'est ce qui fait que le cerveau, il est toujours actif. Oui. Il faut du repos aux enfants, laisser-les s'ennuyer. C'est comme ça qu'ils développent leur imagination. Un rendez-vous en avril, voilà, Karim donc Nekmedjani. N'hésitez pas à solliciter le service de... Oui, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux.